Bonjour, je suis le docteur Nicolas Griffon, praticien hospitalier au sein du service d'informatique biomédicale du CHU de Rouen, et je vais vous parler des cartes de santé et de leurs principaux usages. Donc par carte de santé, on entend deux familles de cartes, les cartes dites vitales, donc les cartes vertes, normalement vous en avez tous une, ou à peu près, et les cartes professionnelles de santé ou CPX qui donc ont à peu près la forme de ce que vous voyez là, donc ils sont blanches et une couleur qui dépend de la profession de santé. Donc pour les médecins c'est rouge. Donc ces cartes de santé, alors à quoi elles servent? Leur principale utilité aujourd'hui, c'est de permettre l'authentification des acteurs du système de santé. Donc concrètement, notamment pour les cartes CPX, l'idée c'est que grâce à ces cartes CPX, auxquelles sont associés des codes confidentiels qui ne sont connus normalement que des détenteurs de la carte, on peut identifier lors d'une transaction informatique avec certitude la personne responsable de la transaction informatique, donc en l'occurrence le professionnel de santé. La même possibilité est possible sur les cartes vitales, mais est actuellement inactivée et n'est pas utilisée. Donc l'intérêt de cette authentification, c'est effectivement de sécuriser les informations de santé et d'atteindre un niveau de confidentialité important en ne permettant à quelqu'un d'accéder à des données médicales que s'il a le droit. Et donc pour savoir s'il a le droit, il faut savoir à qui on a affaire, il faut l'authentifier, sa carte CPX lui sert à ça. Il s'agit aussi, ces cartes CPX, d'une clé d'accès pour de nombreux outils du système de santé français, la messagerie sécurisée de santé, donc il faut être authentifié pour pouvoir se servir de la messagerie sécurisée de santé, la transmission des feuilles de soins, l'accès au DMP, et l'accès finalement à tous les outils informatiques dans un avenir assez peu lointain, je pense. Alors pour ce qui est des cartes vitales, elles permettent d'enregistrer les droits ouverts auprès de l'assurance maladie pour le détenteur de la carte vitale. Et puis c'est à peu près tout. A priori, il avait été question, fut un temps, de mettre le dossier médical d'un patient sur sa carte vitale, mais depuis 2004, on n'en a plus entendu parler. Donc cette option ne était. Alors pourquoi l'authentification des personnels de santé, des professionnels de santé, pardon, est importante? Alors elle est importante parce que toute personne en France a droit au respect du secret des informations le concernant, et notamment, et surtout, en ce qui concerne cet article, les informations médicales. Donc c'est un droit qui est reconnu donc par le code de la santé publique, mais aussi par le code pénal, par le code de la sécurité sociale et par le code de déontologie des médecins, sans doute par d'autres codes de déontologie d'autres professions médicales. L'intérêt de ce secret médical, il est pour le patient. Le patient sait quand il révèle une information à son médecin que cette information ne va pas lui nuire, et donc il peut tout lui dire et donc permettre au médecin de le soigner dans les meilleures conditions. Donc il y a vraiment un intérêt individuel très fort à ce secret médical, à savoir que je peux tout dire à mon médecin, en dehors des choses prévues par la loi, il va pas me juger et il va me soigner du mieux qu'il peut avec toutes les informations que je lui aurai données. Ça c'est l'intérêt individuel. Il y a un intérêt général également à ce secret médical, qui est de savoir que les gens seront convenablement soignés, quelle que soit leur situation. Et donc, c'est un intérêt de santé publique important, parce que si un individu dans une situation
irrégulière ne va pas se faire soigner parce qu'il a peur que le médecin aille le balancer à la police aux frontières ou à la douane ou qui sais-je, et ben il va pas les faire soigner et il va transmettre la tuberculose à tous les gens qu'il connaît, qui vont eux-mêmes le transmettre, etc. Enfin bon, bref, voilà. Intérêt de santé publique, donc un intérêt à la fois individuel et un intérêt collectif à ce secret médical. L'authentification des professionnels de santé par les cartes de santé repose sur un tiers de confiance qui est la ZIP Santé, donc l'agence des systèmes d'information partagés en santé, je crois, qui en fait gère le répertoire partagé des professionnels de santé, donc le RPPS. Le RPPS, qu'est-ce que c'est? C'est, comme son nom l'indique, un grand répertoire, donc géré par la ZIP Santé, avec l'aide des ordres de professions de santé, qui contient tous les professionnels de santé, donc c'est des professions réglementées, avec leur qualification. Donc c'est la ZIP aussi qui, à partir de ce répertoire, distribue les cartes CPX aux gens qui sont dans ce répertoire. Et donc ces cartes CPX sont strictement nominatives et avec un code secret. Donc bon, il y a quelques exceptions, je reviendrai un petit peu dessus. Donc sur les cartes vitales qui elles sont distribuées par l'assurance maladie, il n'y a pas de... Il y a les composants dans la carte qui permettent éventuellement la mise en place d'une authentification, mais ces éléments ne sont pas activés. Pour ce qui est de la facturation, qui nécessite, donc pour un médecin qui veut facturer, qui veut transmettre une feuille de soins électronique, et donc envoyer finalement une facture à l'assurance maladie, ça revient un petit peu à ça, il a besoin de sa carte professionnelle de santé et de s'authentifier avec sa carte professionnelle de santé, et il a aussi besoin de la carte vitale du patient qui soit à jour des droits du patient ouverts à la sécurité sociale. Avec, vous en avez sans doute entendu parler, puisque ça a fait beaucoup de bruit ces derniers temps, la possibilité, et de fait c'est en dehors des consultations médicales, c'est un truc qui fonctionne déjà, sur la carte vitale, un emplacement spécifique réservé aux mutuelles pour faciliter le tiers payant, et donc avec finalement une émission concomitante des factures vers l'assurance maladie et vers la mutuelle. Et donc ce qui est important, c'est que le médecin, il doit vraiment être authentifié, à savoir que n'importe qui ne peut pas facturer n'importe quoi à l'assurance maladie ou aux mutuelles. Ça ne peut être qu'un médecin, ou qu'un professionnel de santé. C'est un pharmacien ou un infirmier, etc. Donc, les CPX s'appellent ainsi parce qu'en fait, il n'y a pas que des cartes professionnelles de santé. Donc il y a bien sûr les cartes professionnelles de santé, les CPS, qui concernent toutes les professions de santé réglementées dans le code de la santé publique. Donc il y a une liste qui est peut-être pas exhaustive là, mais enfin bon, en tout cas une liste qui est suffisamment riche pour que j'ai pas envie d'en rajouter plus, et vous en faites pas, il ne s'agit pas de la connaître par cœur. On a aussi des cartes de professionnels en formation, donc qui sont essentiellement dédiées aux internes, pour qu'ils puissent effectuer un certain nombre d'actes, enfin je veux dire les internes dans la réglementation française ont un certain nombre de droits, donc au sein d'un hôpital, un interne a des droits de prescription, puis dans tous les cas il doit accéder au système d'information s'il veut pouvoir, si on veut qu'il puisse soigner le patient. Donc à partir de là, dans la logique de la ZIP et des institutions, il faut lui fournir une carte CPX, donc voilà, c'est ce qu'on appelle. Alors en plus de ces cartes, on a des cartes qui sont spécifiques des structures. Alors donc on a par exemple les cartes personnelles d'établissement, donc qui sont des cartes dédiées au personnel des établissements de santé. Donc on peut distinguer plusieurs situations. On a au sein de ces établissements des gens qui exercent des professions de santé non réglementées, qui ont besoin d'accéder aux outils ou à des éléments du dossier médical, et donc qui ont besoin de s'authentifier, et donc qui, dans le paradigme de la ZIP, vont avoir besoin d'une carte professionnelle pour s'authentifier. On a aussi d'autres personnels de l'établissement qui peuvent avoir besoin d'accéder à des éléments du dossier médical. Alors les secrétaires médicales, c'est évident, hein, ce sont elles qui prennent les rendez-vous, ce sont elles qui dictent, qui frappent les comptes rendus, qui envoient des courriers, donc nécessairement besoin d'accéder au dossier médical. Certains personnels administratifs, des assistants sociaux ou même les externes peuvent avoir ce genre de besoin, et donc ont besoin d'une carte personnelle qui leur permette d'y accéder.
Alors on trouve aussi des cartes de dépannage ou des cartes provisoires. C'est des cartes qui sont attribuées à un professionnel de santé qui il lui faut un certain temps, il faut qu'il s'enregistre à son ordre, il faut que l'ordre transmette les données à la ZIP, il faut que la ZIP édite la carte, envoie le code. Le temps que tout ça se mette en place, il peut être intéressant de fournir à un médecin nouvellement embauché une carte qui va quand même lui permettre de travailler. Ces cartes sont faites pour lui. Sont faites en cas de panne informatique, en cas de perte ou de vol de données, ou pour des agents intérimaires. On a un manque d'infirmières à jour J, et on a besoin d'embaucher en urgence 3 intérimaires dans le service, et 3 intérimaires, il faut qu'elles puissent travailler, et donc on va leur donner des cartes provisoires. Ces CPE sont partiellement gérés par l'établissement. Alors pas au niveau de la direction des services des systèmes d'information pour ce qui concerne le CHU de Rouen, et par l'intermédiaire des cartes directeurs d'établissements de santé, les CDE, qui sont des cartes en fait qui ouvrent des droits un peu particuliers sur le portail de la ZIP, et qui permet, ou sur les qui ouvrent des droits un peu particuliers qui permettent de gérer l'ensemble des cartes professionnelles de l'établissement. Donc toutes ces cartes CPE, CDE, cartes provisoires sont des choses qui existent pour les établissements de santé, et il existe leur pendant pour les structures autorisées. Donc une structure autorisée, ça peut être un peu n'importe quoi à partir du moment où la ZIP santé ou les tutelles ont décidé que cette structure était autorisée. Donc ça peut être par exemple un hébergeur de données de santé, ou un cabinet d'imagerie, ça peut être beaucoup de choses. Et donc il y a les mêmes choses, il y a des cartes pour les personnels, des cartes pour les directeurs et des cartes provisoires. Alors, plus largement, le contexte autour de ces cartes de professionnels de santé, c'est qu'on assiste à une dématérialisation, depuis plusieurs années maintenant, mais une dématérialisation des données de santé et des dossiers médicaux. Donc il y a un certain nombre de projets au niveau national, donc le dossier médical partagé, dont vous avez sans doute entendu parler, le dossier pharmaceutique, la messagerie sécurisée de santé, donc 3 exemples un peu symboliques, mais il en existe d'autres. On a des projets régionaux aussi, un projet de PACS régional, donc qui permettent d'accéder à l'imagerie d'un patient au sein de la région, par tout professionnel de santé impliqué dans la prise en charge du patient. On peut imaginer dans les réseaux de santé d'avoir des dossiers partagés entre entre de multiples intervenants qui ne travaillent pas dans la même structure, et donc il faut qu'ils aient des outils, il faut qu'ils puissent communiquer ces informations. Donc le plus simple, c'est quand même de les dématérialiser et de les stocker à un endroit informatique où tout le monde puisse y accéder. Et puis il y a aussi ce que j'ai appelé des projets locaux. Bon, c'était pour continuer dans ma gradation, mais c'est des projets d'établissement concrètement. À l'hôpital, au CHU de Rouen, il y a un système d'information qui est installé pour gérer les informations qu'il faut gérer, et c'est la même chose finalement quelle que soit la taille de la structure. Alors au niveau du CHU de Rouen, c'est quelque chose d'imposant, et il y a plusieurs dizaines de mecs, d'ingénieurs à la DSI, la direction des systèmes d'information, pour gérer ce système d'information. Mais dans un cabinet médical, c'est le même problème. Vous avez un logiciel qui doit être utilisé, qui doit être paramétré, qui nécessite des droits, qui dématérialise des données et qui permet éventuellement de les transmettre au DMP à d'autres systèmes d'information. En tout état de cause, les dossiers papier migrent vers des dossiers informatiques, et la gestion de la confidentialité et de la sécurité des données informatiques passe par l'intermédiaire des CPS, alors que pour les dossiers papier, on avait plus recours à des protections physiques pour sécuriser les accès et les transferts de données. Enfin, les transferts de données, quand c'est du papier, il y a des risques qu'il faut prendre en compte. Savoir que si le dossier est ouvert sur le lit d'un patient au moment où il traverse les couloirs, tout le monde peut lire ce qu'il y a dans le dossier. Donc il faut fermer le dossier, mais c'est pas la même problématique. Alors, la messagerie sécurisée de santé. La messagerie sécurisée de santé, c'est une messagerie informatique, c'est un email quoi, qui, contrairement à toutes les autres solutions existantes, la plupart des autres solutions existantes actuellement sur le marché, permet d'échanger des données nominatives dans le respect de la réglementation.
c'est pas le cas aujourd'hui. Si vous envoyez un mail avec une adresse Gmail à un de vos correspondants avec dedans des informations nominatives sur un patient, strictement vous avez enfreint le secret médical, puisque le mail que vous avez envoyé par Gmail peut être lu par Gmail et puis sans doute par des tas d'intervenants entre le moment où vous l'avez envoyé et le moment où la personne de l'autre côté l'a reçu. La messagerie sécurisée de santé permet normalement d'atteindre un niveau de confidentialité et de sécurité des informations qui sont échangées qui est très largement supérieur. L'idée, c'est que vous savez, quand vous recevez un mail par la messagerie sécurisée de santé, vous savez avec certitude qui vous l'a envoyé, puisqu'il s'est authentifié avec sa carte CPS. Et vous savez aussi que le message n'a pas été modifié entre le moment où il a été envoyé par la personne qui l'a envoyé et le moment où vous l'avez reçu. Alors, je dis la personne qui l'a envoyé, c'est pas nécessairement une personne. Initialement, on voit tout de suite le médecin qui a sa messagerie sécurisée de santé, quand on voit la radio de son patient à son collègue radiologue qui dit ouais, je comprends pas, tiens, dis-moi ce que tu penses de ce truc-là, là, c'est Monsieur Toto et il est tombé, enfin n'importe quoi. Donc ça on le voit tout de suite. Il faut imaginer, en fait, il n'y a pas que ça comme messagerie sécurisée de santé, enfin comme type de messagerie possible. Et en fait, il y en a trois. Donc il y a bien sûr les messageries comme celle qu'on vient de dire, donc les messageries nominatives de médecins. Il y a aussi pour les structures de santé, mais bon, structure de santé c'est assez large, un cabinet médical c'est une structure de santé, un CHU c'est une structure de santé aussi. Donc des messageries fonctionnelles, donc c'est des messageries par exemple de secrétariat. Vous allez avoir au CHU un secrétariat de gastro, je dis n'importe quoi, qui va recevoir, mais surtout envoyer, qui va envoyer les mails. C'est pas le docteur machin qui a pris en charge le patient qui envoie le mail, c'est le secrétariat qui va l'envoyer. Et puis pour la réception des mails, c'est un peu la même chose. Les mails vont être réceptionnés au secrétariat qui vont faire un premier tri et adresser ensuite au bon médecin les informations qu'ils sont censés recevoir. Donc ça, ce sont les messageries fonctionnelles. Et puis il y a aussi des messageries d'automates qui sont un peu comme des messageries fonctionnelles mais qui sont complètement automatisées et qui sont en fait associées à des automates. Et donc c'est typiquement un laboratoire, un automate dans un laboratoire d'analyse médicale. Donc il va prendre des résultats, forcément, quand il fait des analyses, et ben il pourra les envoyer directement par messagerie sécurisée au médecin qui a prescrit l'analyse qui a été réalisée, puisque sur la prescription, sur l'ordonnance, il y a le RPPS du médecin, le RPPS il est associé à une adresse de messagerie sécurisée dans le répertoire des professionnels de santé, le RPPS, et donc l'automate peut envoyer directement les résultats de manière lisible pour le prescripteur sur son adresse de messagerie sécurisée. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que actuellement, la communication sécurisée n'est possible qu'entre adresses de messagerie sécurisée. À savoir que pour que les choses soient vraiment sécurisées, en fait, il y a un domaine, il y a un espèce de réseau, un espèce d'intranet entre les messageries sécurisées, qui fait que vous ne pouvez pas envoyer un mail de messagerie sécurisée vers un autre mail, Gmail ou autre, et vous ne pouvez pas envoyer un mail Yahoo ou autre à une adresse de messagerie sécurisée. Donc je disais au début que c'était la seule solution qui existait. En fait, c'est pas vraiment le cas, quoi qu'on puisse en discuter. Il existe une solution qui s'appelle AppyCrypt, qui présente l'avantage certain de l'antériorité, et qui est beaucoup plus utilisé, enfin qui est, bon, ça semble pas énorme, 50 000, mais c'est quand même pas mal, surtout quand on voit, par exemple en Normandie actuellement, il doit y avoir 1800 adresses de messagerie sécurisées. Alors vous multipliez par je sais pas combien, parce que bon là, Normandie c'est quand même une grosse région. Bon, vous arrivez à peu près au nombre d'utilisateurs messagerie sécurisée, mais AppyCrypt, sachant que, enfin bon, bref, c'est quand même un volume assez important, 50 000 utilisateurs. C'est une solution qui est bien antérieure, avec des difficultés, et donc actuellement c'est pas possible d'essayer de compatibiliser les deux solutions, et de manière à pas perdre 50 000 utilisateurs, et ne pas avoir de solutions concurrentes en même temps qui seraient incompatibles. Donc ça c'est ce que je viens de vous dire. Les adresses de messagerie sécurisée, elles sont confinées entre guillemets à un espace de confiance messagerie sécurisée de santé, donc elles peuvent communiquer entre elles, mais elles peuvent pas communiquer au dehors, et le dehors peut pas communiquer avec le dedans de cet espace de confiance, ce qui permet d'assurer, enfin c'est ce qui permet d'assurer la non-modification des informations entre l'envoi et la réception, et puis la certitude sur le destinataire et sur l'envoyeur. Donc voilà, donc les établissements s'inscrivent au fur et à mesure, et donc là c'est des données qui doivent dater de fin 2015, début 2016.
Alors autre projet important et qui est bien avancé également, c'est le dossier pharmaceutique. Donc le dossier pharmaceutique, c'est un dossier informatisé qui recense pour tous les bénéficiaires de l'assurance maladie qui le souhaitent. Donc, normalement, si vous avez un dossier pharmaceutique, c'est parce que vous avez accepté d'en avoir un. Et donc ce DP recense tous les médicaments délivrés par une pharmacie d'officine au cours des 4 derniers mois, qu'ils soient prescrits ou vendus over the counter, quoi, ou sans ordonnance, quoi. Donc ça marche très bien. Il y a plusieurs millions de dossiers pharmaceutiques qui ont été ouverts, sans doute pas tous conformément à la réglementation, mais bon, c'est tout de même un succès. C'est quelque chose qui a été mis en œuvre par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens et qui requiert, pour pouvoir y accéder, une authentification avec une carte CPX, là en l'occurrence c'est souvent des cartes de pharmaciens, et la carte vitale du patient. Donc il y a eu une expérimentation qui a été menée dans une cinquantaine d'hôpitaux français pour donner l'accès aux pharmaciens, aux médecins hospitaliers à ce dossier pharmaceutique, puisque la réglementation ne prévoit qu'il soit, enfin jusqu'à récemment ne prévoyait qu'il ne soit accessible qu'aux pharmaciens d'officine. Et donc cette expérimentation qui a eu lieu dans 3 disciplines qui étaient spécifiquement d'intérêt pour le dossier pharmaceutique, à savoir les urgences, l'anesthésie et la gériatrie. Donc a impliqué la clinique du Cèdre au niveau de la Normandie, et donc l'intérêt c'était de voir si, l'objectif c'était de voir si l'accès aux achats de médicaments du patient en quasi temps réel, entre le moment où un médicament est acheté et le moment où il est dans le dossier pharmaceutique et où il est accessible pour un éventuel médecin urgentiste, c'est quasiment du temps réel. Et donc cette mise à disposition d'informations s'est avérée très utile, notamment dans le cadre des urgences suite à des accidents médicamenteux. Forcément, si le mec il vient, on sait pas trop ce qu'il a, il est dans une espèce de vague coma, incapable de nous dire quoi que ce soit, on n'a pas d'infos, et puis on voit qu'il a acheté 15 boîtes de paracétamol juste avant. Bon, à la limite on sait pas trop ce qu'il a, on va partir du principe qu'il a un problème avec le paracétamol, et on va essayer de mettre en place ce qu'il faut pour limiter les dégâts au niveau hépatique. Donc voilà, la loi a été modifiée début 2016 pour que dans les établissements de santé, les médecins puissent y accéder. Donc c'est un résultat très direct du projet de recherche Matrix. Le DP est aussi un outil de diffusion d'alerte sanitaire, donc éventuellement des retraits de l'eau, des médicaments qui posent problème, enfin bon, bref, ça c'est un outil de diffusion d'alerte. Et donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a plus de 30 millions de DP ouverts, alors sans doute un nombre certain de ces DP ont été ouverts dans des conditions discutables, à savoir sans l'accord du patient. Bon, néanmoins ils existent. Maintenant ils existent. Alors beaucoup de ces DP ces dossiers pharmaceutiques sont actuellement vides, puisque, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il ne contient qu'un historique très limité. Le dossier pharmaceutique contient les 3 ou les 4 derniers mois de vente de médicaments, et puis une fois que les 3 ou 4 derniers mois sont passés, il n'y a plus rien dans le dossier. Donc la plupart des dossiers pharmaceutiques ouverts ne contiennent pas d'informations utiles. Mais c'est déjà une information. Autre projet national d'envergure, le dossier médical partagé. Donc déjà il a changé de nom depuis qu'il existe. Donc avant c'était le dossier médical personnel, maintenant c'est le dossier médical partagé. Donc on voit qu'on a changé de logique. C'est plus quelque chose qui est propre au patient, mais c'est quelque chose qui est partagé entre tous les professionnels de santé qui prennent en charge un patient. Donc anciennement géré par la ZIP Santé, il est maintenant géré par l'assurance maladie, qui va essayer de remettre un peu en selle ce DMP qui a quand même des difficultés à s'envoler. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que c'est le patient qui décide de la création d'un dossier médical partagé. Il peut le créer lui-même éventuellement, mais ou il peut passer par un professionnel de santé, mais en tout cas c'est lui qui prend la décision. Donc forcément, il y a dans le dossier médical partagé l'identification du patient, c'est évident, c'est son dossier médical fondamentalement.
Donc tous les documents pertinents qui ont été édités, créés par les différents médecins ou professionnels de santé qui ont pris en charge le patient, le détenteur du dossier à un moment ou à un autre. Le patient lui-même est partiellement responsable de la gestion des autorisations d'accès, donc il peut autoriser ou interdire l'accès à son DP à différents professionnels de santé. Alors il peut pas s'opposer, il ne peut pas empêcher son médecin traitant d'accéder à certaines données. Il peut masquer certaines informations à certains médecins, mais il peut rien masquer à son médecin traitant. Le DMP devrait être alimenté rapidement par les données issues du dossier pharmaceutique, par l'historique des remboursements de la sécurité sociale, et puis un certain nombre d'informations, je veux dire intemporelles, du patient devrait y figurer également. Le fait d'être ou pas un donneur d'organes, si on a des directives anticipées, on peut les inscrire à son dossier médical partagé. Donc loin du succès du DP, ces 30 millions de dossiers ouverts, on a aujourd'hui, après de nombreuses années, 1 million de dossiers médicaux partagés ouverts, dont j'ignore le niveau de renseignement. Sans doute, très vraisemblablement, un certain nombre de ces DMP sont vides. Voilà, et pour un outil qui a globalement coûté pas mal. Au niveau régional, donc en Haute-Normandie, alors enfin oui, maintenant c'est la Normandie, mais en tout cas en Haute-Normandie, il y avait un projet qui se développait beaucoup, qui était le projet pratique. Donc qui est un projet qui permettait alors plusieurs choses, mais le partage d'images, donc un dossier d'imagerie partagé, et qui permettait éventuellement de faire de la téléradiologie. Donc le radiologue n'est pas à côté de sa machine mais à plusieurs kilomètres de là, et c'est un manipulateur radio fait l'examen et le radiologue interprète l'examen en temps réel. On a aussi de la téléexpertise, donc là c'est plus en temps réel, c'est en différé, mais voilà, vous avez une image qui vous pose problème, et ben vous demandez à un expert radiologue de vous la relire, et donc cet outil pratique peut vous permettre de faire cela. Et donc tout cela, c'est valable aussi pour le DMP, MSS et DP, nécessite bien sûr que les professionnels s'authentifient, et pour s'authentifier, il y a besoin d'une carte professionnelle de santé. C'est la même chose au niveau des systèmes d'information hospitaliers. Donc on a de nombreux professionnels de santé qui sont susceptibles de participer à la prise en charge d'un patient. Et donc pour autant, tous les professionnels de santé d'un établissement n'ont pas à accéder aux informations de tous les patients. Donc il faut avoir des outils qui permettent de gérer les autorisations d'accès relativement finement, pour que justement y accèdent aux informations ceux qui doivent y accéder, et qui n'accèdent qu'aux informations auxquelles ils doivent accéder, dans la limite du raisonnable, hein, bien sûr, on peut pas avoir... c'est pas si simple que ça. Mais donc actuellement, la plupart des systèmes reposent sur des systèmes identifiants mot de passe, quoi. Enfin, voilà. Et donc le déploiement des cartes professionnelles de santé devrait supplanter ces mots de passe dans un avenir plus ou moins proche.